Diane Richard, bonjour. Bonjour Michel. Alors merci d'être avec nous sur Academ. Vous venez de publier un essai, alors que moi je trouve très percutant et très courageux, Lutter sans se trahir, un récit d'un féminisme confisqué aux éditions Stock. Et cet essai témoigne de votre expérience dans le militantisme féministe ces dernières années et la façon dont vous en êtes partie. La première phrase du livre d'ailleurs est éloquente: je suis de gauche, féministe, lesbienne et depuis plus de 2 ans, je me sens orpheline. Alors, vous avez rejoint le collectif féministe Nous Toutes par conviction. Vous en avez rompu 3 ans plus tard, après le 7 octobre, précisément parce que vous ne supportiez plus les doubles standards, les manifs clivés, les dénis, surtout des violences sexuelles commises par les terroristes du Hamas, et puis ces soupçons, enfin, ce que vous avez constaté comme antisémitisme. Alors, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui va vraiment intéresser les gens qui vont nous regarder, c'est de nous expliquer vraiment, parce qu'on confond un peu tout, féministe, universaliste, intersectionnel, décolonial. Qu'est-ce qui s'est joué exactement et comment on en arrive, et comment on en est arrivé dans le féminisme à cette inversion des valeurs qui continue de nous stupéfier. Et d'abord, ma première question, c'est comment vous en êtes arrivé à devenir une militante féministe vraiment encartée, et quelles étaient vos valeurs à ce moment-là? Alors, je pense que j'ai toujours, en tout cas depuis assez longtemps, été féministe dans mes valeurs et ce que je pense, mais à un moment, en l'occurrence c'était en 2021 et je travaillais à l'UNESCO sur des questions féministes justement, et je me suis dit j'ai envie d'un engagement plus concret, tout simplement, j'ai pas envie d'être juste derrière un bureau, et voilà. Et donc j'ai cherché parmi les collectifs féministes qui existent, je suis tombée sur Nous Toutes qui était le principal collectif, donc c'était assez évident et dont les valeurs me correspondaient plutôt bien. C'était surtout centré sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc je me suis engagée à Nous Toutes. Dans le féminisme, il y a beaucoup d'aspects, évidemment. Il y a eu plusieurs vagues du féminisme qui se sont concentrées sur différents aspects. Mais là, comme Nous Toutes a été créé juste après MeToo, qui était vraiment un mouvement qui visait à dénoncer les violences contre les femmes, les minorités de genre, les enfants aussi. C'est dans ce féminisme-là et cette lutte-là que je me suis inscrite. Et puisque justement vous mentionnez les différences entre féminisme universaliste, intersectionnel, on pourra en reparler plus tard, mais qui sont un peu des étiquettes qu'on colle rapidement. Mais moi, je me suis inscrite quand même assez rapidement dans un féminisme qu'on appellerait intersectionnel, c'est-à-dire un féminisme qui prend en compte les différentes identités, les différentes discriminations que des femmes ou des personnes LGBT peuvent subir, et qui essaie de penser l'articulation de ces différentes discriminations, avec l'objectif qui est bien sûr un objectif qu'on pourrait appeler universaliste, qui est les mêmes droits pour tout le monde et de traiter tout le monde de la même façon. Mais il s'agit d'être réaliste et de regarder comment ces différentes facettes, identité et discrimination s'articulent. Vous voulez dire avec les personnes qu'on appelle racisées, les personnes LGBT, les personnes, enfin tous ces gens qui sont discriminés, et toutes ces femmes et qui méritent qu'on se batte pour elles. C'est ça, donc on pourrait parler aussi de la convergence des luttes, qui est le fait d'avoir les différents combats qui existent dans le militantisme, donc le féminisme, l'antiracisme, l'écologie, la discrimination des personnes handicapées, par exemple, de réfléchir à comment ces luttes-là s'articulent et donc de prendre conscience que tout est lié. Et donc l'intersectionnalité, oui, ça va être de réfléchir à comment, dans son combat féministe, on prend en compte ces différents aspects et qu'une femme blanche et une femme arabe, par exemple, ne vont pas subir les mêmes discriminations, ne vont pas avoir les mêmes problèmes d'accès à l'emploi ou d'égalité salariale, et de réfléchir à tout ça. D'accord, donc ce qui est différent, un petit peu différent de l'universalisme qui est plus restreint, d'après vous. Oui, l'universalisme, c'est un féminisme plus historique. L'intersectionnalité est arrivée plus tard, dans les années 2000-2010. C'est à ce moment-là que des féministes ont commencé à se revendiquer vraiment intersectionnelles en France. Et oui, dans ce qu'on appelle l'universalisme, pour moi, parfois il peut y avoir un certain aveuglement justement à ces différentes réalités de discrimination. Ilana Weizmann, elle a une phrase que j'aime beaucoup, qui est: l'universalisme, c'est un peu une pensée magique. Et où Gisèle Halimi dit aussi la même chose. Il y a un aspect un petit peu naïf dans l'universalisme,
de non mais tout le monde a les mêmes droits, on doit traiter tout le monde pareil, et bien sûr que c'est très bien, et tout le monde, je pense, j'espère, est en faveur de ça. Mais je dirais que on n'oppose pas universalisme et intersectionnalité, parce que pour moi, en tout cas, l'intersectionnalité, c'est plutôt un outil, c'est une grille de lecture, une façon de penser les choses, c'est pas du tout un objectif. Dans l'universalisme, c'est ça. Oui, donc en fait, on pourrait dire même que l'intersectionnalité, c'est un peu un outil qui va nous permettre d'arriver à l'universalisme qui serait l'égalité des droits pour tout le monde. Bon, ceci posé, c'était important justement pour qu'on puisse comprendre la suite. Vous dites que vous vivez d'abord au sein de nous toutes une lune de miel militante, que vous trouvez une véritable famille, que vous êtes dans un engagement qui vous fait tout oublier, presque sous emprise. Mais bientôt, il va y avoir des fractures. Et là, vraiment, la première vraie question que vous vous posez après avoir constaté que tout ne marche pas si bien, c'est en juin 2023 précisément, après la mort de Naël Merzo, qu'on s'en souvient bien, tué par un policier. Et vous vous dites que c'est quand même bizarre parce que à ce moment-là, précisément, il y a deux hommes racisés, des militants d'ultra-gauche, qui sont soupçonnés de violences sexuelles, qui sont absous par les militantes au nom de l'antiracisme. Qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors oui, ce qui se passe à nous toutes, c'est que nous, donc ces deux personnes, Taha Bouaf, militant LFI et journaliste pour Blast à cette époque, et Samir Eliès, qui est un militant très important du comité Justice pour Adama, sont des hommes que nous, à nous toutes, on a dénoncés. On a dénoncé le fait qu'ils soient accusés, etc. Et on a dit, en fait, on ne va pas travailler avec eux tant que ces questions-là ne sont pas résolues. Mais là, du coup, ces deux hommes sont mis en avant au titre de leur lutte antiraciste et s'oppose une question du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a certaines militantes féministes qui choisissent de continuer à les mettre en avant en ignorant la question des violences. Il y en a d'autres, dont moi et d'autres personnes, nous toutes, qui disent c'est un problème, en fait. On ne peut pas hiérarchiser comme ça l'antiracisme et le féminisme. Sauf qu'il y a certaines militantes, à nous toutes, qui disent là, la priorité, c'est l'antiracisme et le reste, on verra plus tard. Et ça, je me dis, mais l'intersectionnalité, c'est pas ça, justement. C'est pas de faire passer une cause avant l'autre. C'est justement de voir que lorsqu'on est dans une lutte antiraciste, mais qu'il y a des problèmes qui se posent, qui sont des questions féministes, eh bien, on ne hiérarchise pas. On réfléchit à comment accommoder tout le monde, en fait, et comment ne pas écarter ou ignorer des victimes de violences sexuelles parce qu'une autre cause serait momentanément plus importante. Et donc, là, je le vois, juste ce qui se passe à l'intérieur de nous toutes, je commence à voir qu'il y a un problème, mais j'ai compris aussi par la suite que ça, c'est un problème qui s'est déjà posé. C'est pas la première fois qu'il y a une idée selon laquelle, lorsqu'un homme racisé est accusé de violence, il faudrait peut-être pas trop le dénoncer, parce que le fait qu'on le dénonce, ça va être récupéré par l'extrême droite, souvent, de façon raciste, et ça, c'est totalement vrai. Mais d'ailleurs, on l'a vu lorsque Bouaf, et ensuite repris par Mélenchon, dit que les accusations, c'est uniquement du racisme. Et ensuite, finalement, on a compris que non, c'était pas juste ça. Mais oui, il y a eu depuis un moment cette idée, notamment avec Ouria Boutelja, par exemple. Ouria Boutelja, vous pouvez préciser. Qui est la cofondatrice du Parti des indigènes de la République. Et donc, qui s'inscrit dans un militantisme décolonial, indigéniste. Mais pas féministe. Mais pas féministe. Et maintenant, ça a peut-être changé, mais souvent, elle s'est revendiquée de ne pas être féministe, justement. Et oui, et de dire, Boutelja, elle va dire, par exemple, que son corps appartient à sa race et à son clan, et ne lui appartient pas, finalement. Ce qui est le contraire du mon corps, mon choix féministe. Et justement, est-ce que vous pourriez dire qu'à ce moment-là, il y a une espèce de virage et que le féminisme devient à géométrie variable? On défend les femmes à condition qu'elles soient agressées par le bon agresseur. Et le fameux « je te crois », dont vous allez parler brièvement, ce crédit de confiance accordé aux femmes qui se disent victimes de violences sexuelles, donc il ne s'applique pas lorsque l'homme est, entre guillemets, racisé? Oui, alors le « je te crois », c'est un slogan qui a vraiment été très important après MeToo et qui a notamment été popularisé par nous toutes, justement, et qui veut dire quand une personne qui déclare avoir été victime de violences sexistes et sexuelles parle, il faut l'écouter.
Ça ne veut pas dire, évidemment, on va la croire sur parole, etc. Ça veut juste dire, on va l'écouter, on va la prendre au sérieux. Et c'est pour contrer le fait que souvent, dans la société, quand une femme s'exprime, on a tendance à la décrédibiliser très rapidement. Donc, c'est un acte politique. Et c'est vraiment fondamental. C'est l'une des valeurs principales du féminisme, de la lutte contre les violences sexuelles, de nous toutes. Et donc là, en effet, à ce moment-là, en juillet 2023, il y a un problème de « je te crois ». Puisque j'entends même des choses qui disent finalement on ne sait pas trop si c'est vrai ce qu'elles disent, ou en tout cas on s'en occupera plus tard. Et ça c'est le contraire du je te crois. Mais à ce moment-là je me dis encore peut-être que c'est une erreur, peut-être que ça va revenir à la normale après, mais c'est surtout au moment du 7 octobre. Voilà, on va y venir justement. Que là je comprends que c'est un problème plus généralisé que ça, et que oui, et là c'est vraiment une question de l'identité à la fois des agresseurs et des victimes. C'est-à-dire que le 7 octobre, c'est un point de bascule pour tout le monde, ça sidère tout le monde. Et pour vous, ça vous sidère d'autant plus que vous êtes évidemment sidéré par le massacre, mais aussi par les réactions de personnalités féministes au viol de femmes juives. C'est-à-dire qu'au mieux, c'est l'indifférence et le silence. Au pire, c'est l'hostilité, voire la négation. C'est vraiment un vrai renversement du je te crois. Comment vous allez réagir à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui se passe et comment vous réagissez ? Oui, alors après le 7 octobre, donc oui, moi je suis totalement sidérée bien sûr par ce qui s'est passé, mais surtout par les réactions immédiatement, puisque les premières réactions arrivent le 7 octobre, de certaines personnalités ou partis ou organisations de gauche. Il y a des communiqués qui sont publiés par le NPA, par LFI, qui louent la résistance palestinienne. Donc déjà, première sidération, et ensuite il y a cette question en effet des violences sexuelles qui arrive assez vite, surtout que quand même dès le début, on avait même des vidéos, puisque tout a été filmé, mais il n'y a pas grand-chose, on n'entend rien sur ça. Il y a quelques féministes qui commencent à en parler, mais c'est quasiment que des féministes juives, et qui disent justement, mais pourquoi est-ce que les féministes n'en parlent pas ? Parce que lorsqu'on est féministe, déjà, même sans avoir de preuves ou de témoignages, on sait que les violences sexuelles sont utilisées comme arme de guerre dans tous les contextes de conflits, de terrorisme. Oui. Et là, donc elles commencent à parler, elles sont toutes seules, et c'est vraiment silence de la part de la plupart des organisations féministes. Et donc il y a un silence total, mais qui va durer un petit moment. Et il y a cette manifestation le 25 novembre 2023, donc c'est une manifestation traditionnelle, tous les ans depuis des années. Les femmes, les organisations féministes, suivies par beaucoup de femmes qui ne sont pas militantes à proprement parler, mais qui adhèrent à ça, c'est la manifestation contre les viols et les violences sexuelles envers les femmes. Et cette manifestation, ce 25 novembre 2023, donc plus d'un mois après le 7 octobre, il y a plus de 200 femmes féministes ou pas, mais qui viennent revendiquer, qui viennent manifester pour défendre les juives israéliennes qui ont été assassinées ou qui ont été victimes de violences le 7 octobre. Et là, on les empêche de défiler. Et pourquoi, à ce moment-là, ce refus qui persiste de soutenir ces femmes violées et tuées par des terroristes? Pourquoi cette manifestation est quand même encadrée par plus qu'encadrée d'ailleurs, par des hommes, parce qu'il y a énormément d'hommes portant des drapeaux palestiniens? Qu'est-ce qui se joue? Parce que là, il y a un point de bascule qui est très important, encore plus que les réactions ou non-réactions au 7 octobre des féministes. Oui, en fait, entre le 7 octobre et le 25 novembre, je ne prends pas encore la parole à ce moment-là, mais juste j'observe ce qui se passe. Et c'est le moment de l'organisation justement de cette manifestation. Et j'en fais pas partie directement, mais je vois qu'il y a certaines organisations qui poussent très très fort pour avoir une manifestation 100% en soutien à la Palestine. Et notamment du Pain et des Roses, qui est la branche féministe de Révolution Permanente, plutôt affiliée dans la direction du NPA, qui a été invitée par nous toutes pour faire partie du groupe qui organise la manifestation, et qui tout de suite dit très clairement il faut qu'on organise une manifestation féministe contre l'impérialisme et en soutien à la Palestine. Et donc c'est pour ça que
parce que la plupart des organisations féministes, comme nous toutes, n'ont pas opposé de résistance. Elles n'ont pas forcément activement contribué à ça, mais en tout cas, elles ont laissé faire. Comme c'était les organisatrices, c'est elles qui ont pu laisser faire. Et donc, on se retrouve avec une manifestation avec énormément de cortèges pro-palestiniens, de drapeaux palestiniens. Et donc, il y a ce petit groupe du collectif Nous Vivrons qui arrive pour dire c'est bien de parler de Gaza, mais en fait, il y a aussi quand même le 7 octobre, il faudrait le mentionner, parce que dans toutes les communications, les vidéos de Du pain et des roses, Gaza est mentionné partout, mais le 7 octobre n'est mentionné absolument nulle part. Et donc, elles arrivent pour dire il s'est passé quelque chose le 7 octobre, il faut le dénoncer, et en plus, les associations féministes, c'est pas normal que vous n'en avez pas assez parlé. Et ça passe pas du tout. Déjà justement parce qu'il a été décidé que le récit est très binaire et que si on parle de Gaza, il ne faut pas parler d'Israël. Et il y a cette espèce d'incapacité à voir qu'il y a des personnes qui souffrent de différents côtés et que les civils finalement sont les premières victimes dans toutes les guerres, mais peu importe qu'elles soient du côté de l'attaquant, de l'attaqué, etc. Et donc là, mais ça c'est dit très clairement. Après la manifestation, il y a eu, je me souviens d'un communiqué qui vraiment disait noir sur blanc, on veut nous forcer à parler du 7 octobre pour nous obliger à détourner les yeux de la Palestine. Comme si on ne pouvait voir que si on parle du 7 octobre, on ignore ce qui se passe à Gaza, si on parle de ce qui se passe à Gaza, on ignore ce qui se passe le 7 octobre. Et voilà. Et donc on est dans ce récit très très binaire. Et donc comme la manifestation elle est pour Gaza, on ne peut pas accepter de parler des otages. Et ensuite, il y a cette question plus générale de, comme on disait tout à l'heure, de l'identité de l'agresseur ou de la victime. Et là, déjà, les Israéliennes sont clairement des mauvaises victimes, puisqu'elles font partie d'un peuple qui est vu, qui est dénoncé comme étant colonisateur, etc. Donc il y a tout ce récit de l'impérialisme israélien. Les génocidaires, etc. C'est ça. Qui va arriver plus tard, oui. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose, du coup, qui ne s'inscrit pas du tout dans un féminisme intersectionnel, puisque là, on nous dit elles ont été tuées, violées parce que ce sont des Israéliennes uniquement, mais on refuse, il y a plein de personnes qui disent ce n'était pas un massacre antisémite, elles n'ont pas été violées parce que ce sont des femmes. Et c'est très essentialisant, du coup, de dire uniquement parce que ce sont des Israéliennes. Et après, il y a le récit aussi sur les agresseurs, du coup. Et il y a des personnes qui s'inscrivent dans une analyse qui est très manichéenne, de dominant-dominé, un peu choc des civilisations, et de se dire, si on dénonce les hommes du Hamas qui ont violé des femmes, en fait, on essentialise les hommes palestiniens et les hommes arabes, et c'est raciste parce qu'on serait en train de dire que tous les hommes arabes sont des violeurs et de rentrer dans des stéréotypes racistes. Ce qui évidemment n'est pas du tout le cas, c'est parce que ce sont des terroristes, c'est pas une question de leur nationalité. Mais comment vous expliquez, voilà, il y a les militantes, il y a les militantes extrémistes, il y a les radicales, donc il y a nous toutes qui commencent à prendre un discours radical, il y a ces groupes groupuscules dont vous parlez, Du pain et des roses, ou les indigènes de la République. Mais comment vous expliquez qu'il y a quand même dans les féministes une grande majorité de jeunes femmes, parce que c'est plutôt des jeunes femmes, c'est une génération après MeToo, qui ne sont pas militantes, mais qui adhèrent à ce féminisme-là, qui adhèrent à ce récit-là, à ce récit de elles sont violées parce qu'elles sont... On s'en fout, elles sont violées parce qu'elles sont colonialistes, etc. Ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est une question de positionnement politique? Est-ce que c'est une question de, entre guillemets, culpabilité blanche? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que c'est une question d'ignorance? Pourquoi tout d'un coup on voit une immense vague de féministes qui suivent aveuglement ce raisonnement manichéen, sans nuance, comme si on ne pouvait pas être à la fois plaindre à la fois les deux côtés ou entendre les deux côtés? Je pense que c'est un petit peu de tout ça. Et oui, pour moi, l'ignorance est une grande partie, fait grandement partie de ça, parce que bon, ce sont des questions complexes, évidemment. Les réseaux sociaux tendent à vraiment tout simplifier. Et dès qu'on est sur les réseaux sociaux, on est dans une bulle de filtres. Il y a les algorithmes font qu'on a accès à des contenus qui nous renforcent. Et donc, en fait, dès qu'on commence à suivre un peu ou s'intéresser même à une pensée, on est renforcé là-dedans.
Donc c'est très facile de rentrer dans une spirale et de se radicaliser sur un sujet de plus en plus. Et ensuite, oui, il y a certaines personnes qui sont militantes et qui, du coup, vraiment activement contribuent à diffuser ces sujets-là. Et après, comme ça, malheureusement, c'est devenu un peu une branche majoritaire. Enfin, le féminisme s'est beaucoup orienté dans cette direction-là après le 7 octobre. Forcément, il y a beaucoup de personnalités féministes qui ont diffusé ces messages et donc des personnes qui sont pas très politisées, pas très militantes, pas très renseignées, se contentent juste de suivre le mouvement. Après, il y a sûrement une question générationnelle, mais là, comme je disais tout à l'heure, c'est plus une question de... Le féminisme, de manière générale, s'est dirigé plus vers l'intersectionnalité ces dernières années, et ça, c'est une très bonne chose. Moi, vraiment, je m'inscris là-dedans, et je pense que c'est très bien. Et puis, c'est pas uniquement une question... voilà, bien sûr, il y a des féministes jeunes qui se revendiquent de l'universalisme, il y a des féministes plus âgés qui se revendiquent de l'intersectionnalité, mais oui, le féminisme est parti plus dans cette direction-là, qui est une bonne direction, mais qui, dans son application concrète, a pu dériver. Et donc là, pour moi, ce à quoi on assiste, c'est pas de l'intersectionnalité, on est sorti de ça, mais le problème, c'est que beaucoup d'organisations ou de féministes qui se revendiquent de l'intersectionnalité font quelque chose qui n'est pas de l'intersectionnalité, mais qui explique que c'est ça. Et donc forcément, ça crée une grande confusion, et finalement, on ne sait plus ce que c'est que l'intersectionnalité, on ne sait plus ce que c'est que le décolonialisme, et on ne sait plus rien du tout. Et on ne comprend plus rien au féminisme. À quel moment, vous avez posé le mot antisémitisme sur ce que vous constatez, comment vous avez réagi, et est-ce que vous pensez qu'il y a une confusion sincère chez les militantes entre l'antisionisme, entre guillemets, et l'antisémitisme ou est-ce que c'est plus complexe, plus confus et finalement, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Oui. Bon, bah déjà, pour le mot antisémitisme, je pense assez rapidement. En tout cas, moi, ce que j'ai compris très vite, et ça, je l'ai dit dès mes premières prises de parole, c'est qu'il y a un problème d'antisémitisme à gauche et dans les milieux féministes, et on est dans le déni. Globalement, on s'en rend pas compte. Et après, je pense qu'au début, lorsqu'il y a eu un silence sur les violences sexuelles, c'était pas forcément conscient. Je pense pas qu'il y ait, en tout cas j'espère qu'il n'y a pas trop de féministes qui se sont dit il faut pas en parler, on peut pas parler de ça, mais qui se sont contentés de plutôt suivre le mouvement, et parce qu'on s'inscrit dans cette logique très très binaire, et parce que lorsqu'on est dans un groupe où tout le monde va dans cette direction, bon bah on suit le mouvement et c'est très facile. Mais à partir du moment où on vous le dit, qu'on vous dit, mais attention, il faut parler du 7 octobre, il s'est passé ça, ne faites pas n'importe quoi, et que quand même on résiste, on se braque, là, à un moment, on ne peut plus ignorer le sujet. Enfin, là, il y a un choix très clair à faire, on ne peut pas juste ignorer. Lorsque des preuves et des témoignages et des rapports sont sortis de plus en plus sur les violences sexuelles du 7 octobre, on ne peut plus ignorer le sujet. Et ça aurait été tout à fait possible, je pense, de dire oui, ok, on a fait une erreur et de revenir là-dessus, et ça aurait tout changé. Et donc après, sur la question de antisémitisme, antisionisme, et à quel point c'est une volonté sincère ou de l'ignorance, moi j'ai tendance à penser que la grande majorité des gens sont sincères. Et bon, je suis un peu optimiste, mais oui, je pense que énormément de gens, par exemple, quand on leur demande ce que c'est que l'antisionisme, vont répondre « je m'oppose à Netanyahou, je m'oppose à la politique israélienne, je m'oppose à la colonisation en Cisjordanie ». Et ça, c'est très bien, mais sauf que c'est pas de l'antisionisme, en fait. Et après, il y a aussi des personnes qui sont un peu plus dans la vraie définition et de dire, en fait, l'État d'Israël ne devrait pas exister, etc. Mais oui, je pense que quand même la plupart des gens, surtout des gens qui ne sont pas dans un militantisme directement sur les questions du conflit israélo-palestinien, mais dans un militantisme féministe, par exemple, donc c'est pas leur sujet principal, et donc elles sont pas très formées, pas forcément hyper au courant de ça, en plus c'est complexe, et donc on a tendance à juste suivre ce qu'on va nous dire. Et il y a quand même bien sûr des personnes qui sont très virulentes sur le sujet, qui savent très bien ce qu'elles font, et là c'est vraiment de l'antisémitisme, mais qui ont une capacité aussi à enrober leur discours et à avoir un double discours. Un discours qu'on va tenir à des gens qui sont vraiment informés sur le sujet, et un discours qu'on va orienter de façon à ce que ça passe un petit peu plus.
Par exemple, si on prend le slogan de la rivière à la mer, qui est très courant, qu'on entend souvent dans les manifestations, ce qu'on entend dans les manifs, c'est de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Et ça, déjà, c'est un slogan qui est très... On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire plein de choses. Et donc, un public un peu moins informé, on va dire non, mais c'est juste, il faut que tout le monde soit libre et tout va très bien. Et après, par contre, souvent, on peut entendre ce slogan en arabe, où là, ça va être de l'eau à l'eau, la Palestine sera arabe. Et là, pour le coup, c'est autre chose. Donc, il y a ce double discours qui s'adresse à différents publics. Mais donc, en tout cas, je pense que consciemment, ce n'est pas forcément de l'antisémitisme vraiment revendiqué. Mais par contre, oui, le problème, c'est de ne pas voir que l'antisionisme, très souvent, c'est une façon de cacher l'antisémitisme. Le livre, c'est aussi un récit des violences que vous avez subies. Que vous avez subies parce que vous parlez, vous avez découvert la pureté militante et ses dérives, et vous vous êtes érigé contre ça. Vous avez découvert ce qui s'est passé le 7 octobre et puis ce qui a suivi. Alors, il y a eu des campagnes de harcèlement en ligne, un isolement, des menaces. Vous avez perdu votre emploi dans l'ONG où vous travaillez. Certaines de vos amies les plus proches vous tournent le dos. Est-ce que vous avez payé le prix de vos dénonciations, de votre rébellion, de votre refus de taire les dérives, l'antisémitisme et tout ce qui a suivi le 7 octobre ? Oui, je ne sais pas s'il y a un prix, mais en tout cas, je ne m'attendais pas à ce que les choses prennent cette ampleur, ça c'est sûr. Et généralement, moi, je suis assez... peut-être un peu naïve dans le sens où juste je vois quelque chose qui ne va pas, je le dis. Bon, ça, c'est aussi ma personnalité. En fait, quand je vois une injustice, c'est insupportable pour moi et donc je vais le dénoncer. Mais au moment où j'ai commencé à en parler en novembre 2023, je ne pensais vraiment pas que ça irait jusque-là. Et j'ai découvert, en fait, oui, à quel point ce sujet, il est inflammable et à quel point tout le monde devient vraiment fou dès qu'on parle de ce sujet. Mais c'était un peu un engrenage, du coup, parce que j'ai commencé à en parler. Bon, bah après, il y a tellement de choses à dénoncer que j'ai continué et tout ça. Mais j'étais un peu au jour le jour. Enfin, je ne m'attendais pas forcément à la suite des événements. Et donc, très souvent, j'étais sidérée vraiment de ce qui se passait. Et la première sidération de voir, en effet, mes amies militantes féministes avec qui j'avais milité vraiment au quotidien pendant plus de 2 ans, qui, du jour au lendemain, me tournent le dos, m'insultent sur les réseaux sociaux. Ça, au-delà des relations personnelles, j'ai découvert aussi la violence du militantisme que j'avais vu un petit peu, bien sûr, mais ça m'a paru totalement incompréhensible que des personnes qui se battent contre les violences puissent se comporter de façon aussi violente, souvent en répétant des mécanismes qui sont des mécanismes qu'on dénonce dans les questions des violences sexistes et sexuelles. Et voilà, tout ce qui est ensuite emploi, etc. Enfin, jamais j'aurais pensé que ça puisse aller jusque-là. Donc, oui, maintenant, rétrospectivement, ouais, je me dis, bon, parfois je me demande, est-ce que j'aurais refait pareil si on m'avait dit que ça irait jusque-là ? Bon, bah, j'ai envie de dire oui, bien sûr, mais je ne sais pas si j'aurais fait des choses différemment, mais je pense que c'est un peu inévitable, en fait, parce que malheureusement, toutes les personnes, je pense, qui parlent de ce sujet ont énormément de conséquences négatives, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, militant. Et on le voit, il y a des personnes qui s'auto-censurent pour ne pas en parler et qui, du coup, peut-être ne perdent pas d'opportunités, mais qui sont dans une situation qui est assez intenable aussi, de dilemme. Surtout lorsque c'est une question d'identité. Moi, c'est pas mon identité puisque je suis pas juive et au moins, du coup, peut-être que c'est ça aussi qui fait que, du coup, je prends moins personnellement les choses et que je peux me dire juste c'est une question de justice, en fait. Mais oui, on voit bien que dès qu'on parle de ces sujets-là, c'est très compliqué. Et donc, vous avez quitté le militantisme, et pourtant, vous continuez, enfin, en tout cas féministe, en tout cas l'association Nous Toutes, et pourtant, vous avez continué à aller aux manifs,
les 2 manifs traditionnels féministes, le 25 novembre et le 8 mars. Vous étiez à la dernière manif. Alors, mais du coup, sous quelle bannière vous défilez, puisqu'il n'y a plus de... Nous vivrons, par exemple, défilent sous la menace, en plus, à la menace des autres organisations féministes. Et vous continuez à y aller. Il y a un vrai courage, une vraie volonté de continuer à défendre vos idées. Alors déjà, je n'ai pas quitté le militantisme féministe, parce que je suis toujours militante féministe et je suis peut-être même plus que jamais. Mais je pense qu'il y a plein de façons d'être militante féministe et l'engagement collectif, ce n'est que l'une des façons. Donc j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, parce qu'après nous toutes, j'étais aussi dans d'autres collectifs. Mais en ce moment, ce n'est pas la façon dont je choisis. Je choisis de le faire, mais voilà, le militantisme, il est très divers. Et je ne sais pas quelle forme il va prendre pour moi par la suite. Et les manifestations, pour moi, c'est extrêmement important de continuer à y aller. Ça a toujours été très important, mais surtout maintenant, justement, je me dis, il ne faut pas céder le terrain, en fait. Il faut vraiment y aller, occuper l'espace et dire on est là et ne pas laisser, justement, nos manifestations féministes être totalement récupérées par des personnes qui ne sont pas féministes. Lorsque Urgence Palestine et Samidoun, qui est quand même une organisation classée comme terroriste dans certains pays, défilent à côté des féministes, je comprends pas comment des féministes peuvent laisser faire ça et dire mais si Samidoun est une organisation féministe, mais au nom de quoi en fait? C'est surtout des hommes, ils n'ont aucun discours féministe, ils ont même des discours anti-féministes où certains ont remis en cause les violences sexuelles du 7 octobre. 2 fois par an, ils sortent une jolie affiche avec une femme avec un kéfier et gloire aux résistantes palestiniennes. C'est uniquement de l'affichage. Je ne comprends pas comment des féministes peuvent se laisser avoir et ne pas voir qu'elles se font utiliser, en fait. Et donc, je pense que c'est vraiment essentiel d'aller là et, voilà, et de continuer à occuper le terrain et de dire, en fait, on ne va pas se laisser faire. Et après, sous quelle bannière? Moi, déjà, j'aime pas cette expression parce que j'ai jamais... Généralement, en manifestation, de toute façon, moi, je me balade un petit peu partout. Voilà, j'ai des amis ou des personnes que je connais dans différents cortèges, différents collectifs. Je vais les voir, je me balade, je documente, je regarde ce qui se passe. Je reste rarement avec un seul collectif jusqu'à la fin parce que même si j'ai beaucoup fait partie du collectif, j'ai quand même un petit peu de mal avec cette idée de groupe et tout le monde doit être sur la même ligne et on reste tout le temps ensemble. Donc il y a certains collectifs que j'aime beaucoup, mais avec qui je vais aussi avoir des critiques. Là, par exemple, à la dernière manifestation, j'ai commencé à être avec les Guerrières de la Paix, qui est, je pense, la seule association avec qui je me sens vraiment alignée dans les manifestations, parce qu'elles ont un discours qui est très bien et très équilibré. Mais ensuite, bien sûr, je vais aller voir d'autres collectifs, je vais aller voir un peu mes amis à Nous Vivrons aussi pour voir comment ça se passe. Je suis aussi allée voir les cortèges qui étaient en train de les bloquer, pour voir comment ça se passe. Il y a des gens là aussi dedans avec qui je peux parler. Mais je trouve ça important justement de maintenir le dialogue et d'aller parler un petit peu partout. Mais ce qui est essentiel, c'est d'y être et d'afficher le discours qu'on veut faire entendre. Et comment vous allez maintenir cette ligne de crête qui est un peu compliquée, c'est-à-dire à la fois dénoncer les impasses du féminisme actuel et de la gauche actuelle, et sans offrir un argumentaire clé en main à ceux qui veulent contrer, abattre le féminisme, à ses détracteurs, à ses opposants, à ses adversaires. Comment on y arrive? La question de la récupération et de l'instrumentalisation, c'est vraiment l'une des questions les plus importantes et que je me pose tout le temps parce que c'est très très compliqué. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis tout au début de mon livre. Je sais qu'il va y avoir des récupérations. Je sais que des gens pas féministes, beaucoup plus à droite que moi, vont essayer d'utiliser ce que je dis pour servir leur discours. Je le sais. C'est pas ça qui va m'empêcher de parler. Surtout parce que c'est aussi quelque chose qui est utilisé par des gens de mon camp qui veulent nous faire taire. C'est de dire attention, si tu parles, ça va être récupéré, donc tais-toi. Mais ça, c'est pas nouveau. Lorsqu'il y a eu des violences sexuelles, par exemple, qui ont été dénoncées dans des partis de gauche, ces partis-là vont utiliser le fait que, du coup, ça va être utilisé par la droite pour dire aux victimes ne parlez pas. Et c'est pour ça que c'est tellement étonnant aussi, parce que ça, les féministes le savent. Mais pourtant, les féministes ont toujours encouragé
les femmes de gauche à dénoncer des violences de leur propre camp. Donc là, c'est finalement exactement la même chose. Donc ça, c'est pas un argument qui va me faire taire. Par contre, je sais que ça va se produire, je sais qu'il faut être vigilant sur ça. Je sais qu'il y a déjà plein d'exemples de personnes qui ont critiqué les dérives de leur camp de gauche féministe et qui malheureusement se sont laissées instrumentaliser et récupérer et qui ont fini par rejoindre l'extrême droite. Et en fait, il y a une tentation, évidemment, lorsqu'on n'est pas écouté par son propre camp, lorsque la seule tribune qu'on a, lorsque les seuls médias auxquels on a accès, c'est des tribunes et des médias de droite, voire d'extrême droite, c'est très tentant, évidemment, d'aller là où on nous écoute. Mais je pense qu'il faut vraiment résister à cette tentation. Et pour ça, il faut en avoir conscience. Et il faut avoir un discours le plus clair possible. Et ne pas s'embrouiller dans ses messages et savoir à qui on parle, déjà, et adapter son discours en fonction de à qui on parle. Moi, je ne vais évidemment pas avoir le même discours si je parle à un média de gauche ou à un média de droite. Je ne vais pas refuser à parler à un média de droite, parce que ce serait bête de se couper d'une potentielle tribune et d'offrir un discours qui serait bien et utile. Mais il faut savoir à qui on parle et ne pas juste y aller et servir la soupe et dire ce qu'on veut entendre. Mais voilà, toujours avoir des valeurs très claires, toujours avoir une boussole en tête qui est très claire, et toujours s'y référer, et toujours se demander si ce qu'on dit, ça va dans cette bonne direction. Vous dites à la fin de la préface de votre livre, je ne sais pas si je suis optimiste, mais j'ai de l'espoir. Est-ce que vous croyez à une gauche et plus particulièrement à un féminisme avec des nuances, à un féminisme qui prenne en compte la complexité? Vous l'appelez de vos voeux, bien sûr, mais est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, on peut y arriver? Oui, j'y crois. Parce que si j'y croyais pas, autant baisser les bras et tout arrêter tout de suite, et j'ai franchement pas envie de ça. Et oui, je pense que c'est difficile, surtout que on est quand même dans une période où tout nous incite à ne pas avoir de nuances, à ne pas avoir la complexité, à ne pas réfléchir, à juste suivre la masse. Mais il y a quand même des gens pour qui c'est très important, je le vois, j'ai plein de témoignages sur ça. Il y a des livres, des médias, des personnalités qui parlent de ça. On en parle quand même beaucoup. Ce n'est pas les gens qu'on entend le plus. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est que les gens qui ont envie de ça et qui pensent ça, il faut en parler, quoi. Il faut être visible et il faut dire, je crois pas mal quand même à cette idée de majorité silencieuse. Et c'est souvent les gens qui sont le plus minoritaires et le plus énervés qui sont les plus vocaux. Mais ça ne veut pas dire que c'est la tendance dominante. C'est juste que c'est comme pour les manifestations. Je pense que là, les manifestations, elles sont récupérées par des gens qui ne sont pas du tout les gens majoritaires, mais qui sont les plus visibles, les plus vocaux. Et aussi parce que du coup, ça pousse plein de gens qui, justement, ne sont pas dans cette mouvance-là à ne pas venir. Mais c'est pour ça que moi, je dis, en fait, venez. Et juste, on leur montre qu'on est plus nombreux que vous. Merci beaucoup Diane pour cet éclairage. C'était vraiment très intéressant et c'est vrai que je rappelle le titre de votre livre, Lutter sans se trahir, récit d'un féminisme confisqué aux éditions Stock. C'est vraiment, si on veut comprendre tout ce qui s'est joué ces dernières années dans le féminisme et aussi dans la gauche radicale, il faut le lire et il faut le lire aussi plus généralement parce que c'est un récit très humaniste et très au fond plein d'espoir. Merci.